que ça veut dire ça? Ça veut dire que tout simplement, en poursuivant son intérêt personnel, ce n'est pas toujours au détriment de l'intérêt général. Ce n'est pas toujours au détriment de la société. ماشي دائما على حساب les autres, d'accord? Ou le masalih ديال les autres. Donc ça peut aussi être au service ديال المصالح ديال les autres, d'accord? Donc je vous donne des exemples. Alors moi, par exemple, je suis enseignant, ok? Donc, j'essaye donc de préparer mon cours de manière la plus efficace possible, ok? Dans mon intérêt personnel. C'est quoi mon intérêt personnel? C'est d'abord mériter mon salaire, d'accord? Mériter mon salaire que je perçois chaque mois, mais aussi avoir une bonne réputation auprès des étudiants en disant que voilà, ce prof, il fait son travail, il explique, il est compétent, ceci, cela. Donc, avoir une bonne réputation. Ok? Soma Hassan. Très bien. Donc, ça, c'est quoi? C'est mon intérêt personnel, n'est-ce pas? Très bien. Donc, ça, le salaire, c'est pour moi. Ça me permet de satisfaire mes besoins. Et la réputation, elle est personnelle. C'est pour moi. Très bien. Alors, Adalsus, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, cet enseignant qui essaie toujours de bien travailler, de bien préparer pour mériter son salaire et avoir une bonne réputation, eh bien, sans le savoir, il va servir l'intérêt de la société, l'intérêt général. C'est quoi l'intérêt de la société ici? C'est l'intérêt des étudiants. C'est-à-dire qu'en faisant bien son travail, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, ça va lui permettre de gagner de l'argent, mais aussi la réputation, mais en même temps, ça permettra à ses étudiants de bien comprendre le cours. Et s'ils comprennent bien le cours, donc ils vont pouvoir avoir de meilleures notes dans les examens. Et s'ils ont de meilleures notes, ils vont avoir des diplômes et ça va leur faciliter, bien évidemment, de trouver des emplois de qualité, bien rémunérés, etc. Donc, ça va non seulement servir l'enseignant, nous dit Adam Smith personnellement, mais ça va aussi servir l'intérêt des étudiants parce qu'ils vont avoir plus facilement, d'accord, des emplois bien rémunérés. Mais en plus aussi, nous dit Adam Smith, ça va leur permettre, ou ça va servir aussi à la société dans son ensemble. Pourquoi? Parce que ces étudiants-là qui ont trouvé un travail et qui sont compétents, eh bien, donc ça va être utile pour l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Ça va être utile pour l'administration dans laquelle ils travaillent. Et donc, ils vont servir les citoyens, ils vont servir les clients de manière encore meilleure que s'ils étaient moins compétents. Et donc, finalement, vous voyez que en partant de l'intérêt personnel de l'enseignant, Adam Smith, il te démontre que finalement, cet intérêt personnel qui est avantageux pour l'enseignant en question, eh bien, ça va aussi être avantageux pour les étudiants et pour l'ensemble de la société. Et donc, finalement, l'intérêt personnel peut servir aussi l'intérêt général. Alors, les autres, par exemple, les entreprises, lorsqu'ils vont essayer d'innover, par exemple, c'est-à-dire de proposer de nouveaux produits, leur intérêt personnel, bien évidemment, c'est de gagner des parts de marché, c'est de gagner du chiffre d'affaires, c'est gagner du profit, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait légitime. Très bien. S'ils produisent des biens qui sont appréciés, qui sont aimés par ou désirés par les consommateurs. Très bien. Mais en même temps, ils rendent service à la société aussi. Parce que souvent, on a tendance à dire finalement que les entreprises, elles sont égoïstes, ils ne font que gagner de l'argent pour leur propre intérêt, etc. Oui, ils peuvent gagner de l'argent, bien évidemment. Donc, il y a des entreprises qui sont égoïstes, effectivement, qui gagnent de l'argent au détriment des consommateurs. Je ne parle pas de ça, donc, mais il y a aussi des entreprises qui gagnent de l'argent en rendant service aux autres, c'est-à-dire en te faisant gagner du temps, en économisant de l'argent, d'accord? Et en améliorant les conditions de vie. Hein. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'il y a une entreprise qui va vendre un tracteur, eh bien, ça va faciliter le travail pour l'agriculteur, n'est-ce pas? Ça va lui permettre aussi de gagner de l'argent, cet agriculteur, d'être plus productif, de produire plus, hein, donc de céréales, de produits agricoles de manière générale, de vendre plus, de gagner plus d'argent, d'envoyer ses enfants à l'école. Ces enfants, ils vont pouvoir, au lieu d'être juste de simples agriculteurs, avec tout le respect du métier agriculteur, mais ils pourront peut-être après devenir des cadres ou aller poursuivre leurs études à l'étranger, vous voyez. Donc finalement, les entreprises, d'accord, leur grande majorité, en poursuivant leur intérêt personnel, ils rendent service à l'ensemble de la société, n'est-ce pas? Donc bien sûr, ils gagnent de l'argent en contrepartie, mais ils permettent à d'autres personnes de gagner du temps, d'améliorer leurs conditions de vie, mais aussi de gagner de l'argent plus tard, n'est-ce pas? Et donc, finalement, l'intérêt personnel peut servir l'intérêt général. Donc là, encore une fois, c'est une idée d'Adam Smith qui nous dit finalement que l'intérêt personnel, il ne faut pas l'assimiler
ou dire que c'est égal à l'égoïsme, d'accord? Donc ça peut être aussi au service de l'intérêt collectif, de l'intérêt de l'ensemble de la société. Oui, mademoiselle? On peut dire que l'intérêt personnel conduire à la réalisation de l'intérêt général. Oui, voilà, il peut conduire à la réalisation de l'intérêt général et c'est ce que appelle Adam Smith la fameuse main invisible. La main invisible, voilà. Il nous dit comme si chacun dans la société il ne se comporte pas de manière égoïste, mais il poursuit son intérêt personnel de manière indirecte. Qu'est-ce qui va se passer? C'est comme s'il y avait une main qui va guider les gens vers l'intérêt général. Donc indirectement, les effets, les conséquences, d'accord, de la poursuite de l'intérêt personnel, ils vont être aussi positifs pour les autres. D'accord? Donc lorsque par exemple moi je suis compétent, et je te dis, voilà, donc je vais te réparer cet ordinateur, demain tu vas l'avoir. Donc à 11 h du matin, par exemple. Donc tu arrives à 11 h du matin, tu as ton ordinateur, il fonctionne bien, il n'y a pas de problème. Donc là, je te fais gagner du temps. Alors que quelqu'un d'autre qui n'est pas compétent, il va te dire demain à 11 h, tu vas arriver à 11 h, l'ordinateur n'est pas encore prêt, il va te dire la semaine prochaine, donc il va te faire perdre du temps, n'est-ce pas? Donc voilà, en faisant uniquement mon travail, en poursuivant mon intérêt personnel, d'accord, sans que ce soit au détriment des autres, eh ben, je contribue à ton intérêt parce que je te fais gagner du temps et je ne vais pas te faire perdre une semaine. Parce que peut-être avec cette semaine, tu vas travailler avec ton ordinateur sur Internet, tu vas gagner de l'argent, mais si l'ordinateur n'est pas prêt, tu ne vas pas pouvoir gagner de l'argent. Donc, tu as perdu donc de l'argent. Donc, vous voyez, avec mon comportement, donc là aussi, donc c'est mon intérêt personnel parce que je n'ai pas fait mon travail, mais voilà, donc j'ai créé un effet négatif pour les autres ou pour cette personne-là. Donc voilà. Si on généralise, pareil. Donc s'il y a des gens qui sont égoïstes, ils vont créer des effets négatifs pour les autres et donc voilà. Donc ça va être un ensemble d'effets négatifs. Et au lieu de que ce soit, je dirais, donc ça permettra à tout le monde d'améliorer sa situation. Donc ça va aggraver la situation donc des gens malheureusement dans le sens négatif, d'accord? Donc, l'intérêt personnel peut conduire à l'intérêt général. Alors, attention, on n'est pas là dans un... Parce que là, on parle de l'ensemble de la société. Donc, les gens, ils ne se mettent pas autour d'une table, ils vont dire, voilà, on va servir l'intérêt général. C'est ce qu'il nous dit Adam Smith. On n'a pas besoin de se mettre autour d'une table, 40 millions de Marocains, et on va dire, on va servir l'intérêt du Maroc. Non. C'est ce que nous dit Adam Smith. Il nous dit, par la main invisible, c'est-à-dire de manière indirecte, c'est comme s'il y a quelque chose qui est caché, qui va pousser les gens vers l'intérêt général, alors qu'ils ne se sont pas, discutés entre eux, ils ne se sont pas mis d'accord, etc. Donc chacun, il se lève le matin. Moi, je suis enseignant, je vais à la fac, par exemple. L'ouvrier, il va à l'usine, l'autre, il va à la boutique, l'autre, il va au supermarché, etc. Donc chacun, il va faire son activité dans son coin et de manière indirecte, donc cette main invisible, il va pousser toutes ses activités et tous ses comportements, tous ses choix vers l'intérêt général. Donc c'est ce qu'il nous dit, donc Adam Smith. Alors ce n'est pas toujours le cas, pour être honnête intellectuellement, scientifiquement parlant, ce n'est pas toujours le cas. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc l'intérêt personnel, ça peut être en conflit, en contradiction avec l'intérêt général. Et c'est là où il y a l'égoïsme, n'est-ce pas? Parce que justement, donc je ne tiens pas compte de l'intérêt des autres, j'essaie de privilégier uniquement mon intérêt personnel. Dans ce cas-là, effectivement, l'intérêt personnel, il est contre l'intérêt général. Mais dans d'autres situations, et une grande partie de situations, l'intérêt personnel n'est pas contre l'intérêt général, au contraire, il peut servir l'intérêt général. Je vous donne un dernier exemple pour terminer sur ce point. Imaginons que je suis un investisseur dans le tourisme, d'accord? Je viens dans la ville de Bni Mellal, la région plutôt de Bni Mellal, je trouve un village qui est splendide, qui est magnifique, la nature elle est extraordinaire, d'accord? Et donc il y a un petit lac, mais le problème de ce village, c'est qu'il n'y a pas de route qui le relie à la ville de Bni Mellal, et donc comme ça les touristes, lorsqu'ils vont atterrir à l'aéroport, ils vont pouvoir aller facilement dans ce village. Il n'y a rien qui est construit, donc il y a uniquement des petites maisons, les gens ils sont pauvres, etc. Donc moi je suis un investisseur, j'ai beaucoup d'argent, etc. Et donc je décide d'investir, de construire un hôtel, d'accord, ou des maisons d'hôtes ou une auberge, comme vous voulez, bon, peu importe. Donc on va dire un complexe touristique, très bien. Donc je décide de le construire dans ce village, très bien. Alors qu'est-ce qui me motive? C'est mon intérêt personnel, n'est-ce pas? Je veux gagner de l'argent.
D'accord? Donc, je suis pas enfin, je me suis pas mis autour d'une table avec les responsables ou les autorités, etc. Voilà, pour dire voilà, mon objectif, c'est de servir l'intérêt du Maroc. D'accord? Mon intérêt, ma priorité, c'est gagner de l'argent parce que je vais dépenser des millions de dirhams. D'accord? Et je dois les récupérer avec un bénéfice, bien évidemment. Très bien. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, bien évidemment, hein, donc j'aurais besoin hein, donc de maçons, ok, j'aurais besoin de main d'œuvre. Donc je vais engager une entreprise qui est spécialisée dans ces travaux de construction, hein, d'accord. Donc je vais leur donner du travail, donc déjà. Donc, même si c'est mon intérêt personnel, mais je vais servir l'intérêt de ces sociétés aussi de construction, parce que je vais leur donner du travail, et eux aussi, ils vont donner du travail à leur main-d'œuvre, mais aussi, ils vont donner du travail à leurs fournisseurs. Et donc, vous voyez, hein, donc, je pars de mon intérêt personnel, et donc, ça va servir l'intérêt de plusieurs centaines de personnes ou milliers de personnes, parce que ces gens-là qui travaillent aussi, ils vont avoir des salaires, avec ces salaires, ils vont dépenser de l'argent pour élever leurs enfants, et donc, si je dis juste une moyenne, une personne qui travaille dans cette société de construction, elle est responsable de 4 personnes dans une famille. Voilà, donc s'il y a 100 personnes, ça veut dire que je vais nourrir indirectement 400 personnes. Vous voyez, j'ai donné de l'argent, de la nourriture à 400 personnes. Vous voyez un petit peu. Et donc, si on prend 200 ou 1000 personnes qui travaillent, donc là, plus il va prendre des gens qui sont engagés dans son projet, plus il y aura des milliers de personnes qui vont profiter de mon projet. D'accord? Voilà, donc imaginons, voilà, la construction est terminée, etc. Voilà, donc j'ai finalisé hein, cet hôtel ou ce complexe touristique. Très bien. Ensuite, il faut la route, n'est-ce pas? Donc là, je vais discuter avec les autorités locales, ok, en leur disant, la municipalité, ben, vous savez, hein, donc il faut construire une ligne et je suis prêt à, voilà, à contribuer, etc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, les autorités locales, avec mon entreprise, bien évidemment, donc ils vont construire une route. Donc, cette route, est-ce que je la fais pour l'intérêt général? Non, je la fais pour mon intérêt personnel, pour que les touristes puissent venir plus facilement, d'accord, et avec dans des conditions de confort à mon hôtel, d'accord. Donc mon intérêt personnel finalement, ça sert l'intérêt général, parce que la route, est-ce qu'il va profiter uniquement à mon hôtel? Non, ça va profiter à mon hôtel bien évidemment, mais aussi à tous les habitants de ce village et tous les autres qui viendront de l'extérieur, n'est-ce pas? Donc, ce n'est pas uniquement mon intérêt personnel. Là, encore une fois, ça va servir l'intérêt général. Très bien. Donc, on a construit la route, tout est prêt, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, bien évidemment, donc, il faut faire fonctionner, faire marcher l'hôtel. Donc, j'ai besoin de personnel. Donc, je vais recruter. Bien sûr, il y a des cadres que je ne vais pas trouver dans le village, c'est normal. Donc, je vais les recruter de l'extérieur. Donc là aussi, mon intérêt personnel, ça permet de donner du travail à des jeunes, donc à nourrir des familles. Intérêt général. Et en même temps aussi, ben, je vais utiliser de la main-d'œuvre locale. Donc, je vais faire travailler des personnes du village, des habitants du village, pour les trucs, les produits agricoles, pour la cuisine, etc. Et donc, je vais faire travailler des personnes. Là, encore une fois, c'est pour mon intérêt personnel, mais en même temps, c'est pour l'intérêt général. Et ainsi de suite. Donc, lorsque je vais acheter aussi des produits à la région, etc., bah, pareil, hein, donc c'est mon intérêt personnel pour pouvoir trouver de quoi faire des plats, etc., et servir mes clients, mais en même temps, c'est pour l'intérêt général parce que ça permettra aussi à d'autres personnes de gagner de l'argent, de donner du travail, de nourrir des familles et des enfants. Vous comprenez? Donc, je pars de mon intérêt personnel, mais finalement, il n'est pas toujours en contradiction avec l'intérêt général. C'est ce qu'il nous dit Adam Smith. Hein. Donc, parfois, c'est contre l'intérêt général, mais souvent, c'est dans l'intérêt général. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas toujours dire voilà, que c'est l'État qui doit contrôler tout pour servir l'intérêt général. On peut laisser les gens libres, d'accord? Bien sûr, à condition qu'il y ait un état de droit, c'est-à-dire que si jamais ils commettent ils trichent ou ils commettent des infractions, etc., ils seront sanctionnés. D'accord? Donc, il y a une justice, il y a des sanctions, etc. Donc, si on est dans ce cadre-là, bah, il suffit juste de laisser libre les gens travailler tranquillement sans leur mettre en place des réglementations, sans les ennuyer avec les procédures administratives, sans les ennuyer avec les contrôles, etc. Donc, si les gens travaillent librement, bah, d'eux-mêmes,
indirectement, ils vont servir l'intérêt du Maroc, de l'ensemble de l'économie nationale. Et effectivement, ça se passe chaque jour. Donc, chaque fois que quelqu'un va à son travail, au lieu de son travail, chaque fois que quelqu'un fait une activité, etc., non seulement ça lui permet de servir son intérêt personnel, mais aussi l'intérêt des autres. D'accord? Est-ce que l'idée est claire? Oui. Oui, monsieur. Oui. Voilà, donc si demain, après, vous allez croiser quelqu'un, il va te dire oui, l'intérêt personnel, c'est toujours mal, etc. Non, l'intérêt personnel, c'est pas toujours mal, hein, donc ça peut être aussi donc au service de l'intérêt général. Donc voilà les 3 idées d'Adam Smith. Hein. Donc je répète, on était en train de parler de la motivation chez Adam Smith. Donc premier point, donc chez Adam Smith, ce qui motive les choix des individus, c'est l'intérêt personnel. Et donc s'il a le choix entre 2 options A et B, il va choisir l'option qui va lui permettre de maximiser son intérêt personnel. D'accord? Donc soit maximiser son avantage, ce qui est positif, soit minimiser ce qui est négatif. Très bien. Deuxième idée qui est très importante, l'intérêt personnel chez Adam Smith n'est pas égal à l'égoïsme. Hein. Ce n'est pas l'égoïsme. L'intérêt personnel, c'est plus large parce que ça contient l'intérêt de ses proches, de sa famille, de ses collègues, de ses amis et parfois même l'ensemble de l'humanité. Très bien. Troisième idée chez Adam Smith, c'est que s'il parlait de l'égoïsme, même si c'était une erreur de traduction, il parle de l'égoïsme, ce n'est pas dans le sens où lorsqu'il parle de l'intérêt personnel et de l'avantage personnel que chacun doit gagner dans une opération, dans une transaction économique, ce n'est pas pour inciter les gens à être égoïstes, comme on a expliqué. Hein. Donc c'est pour garantir le bon fonctionnement du système économique, parce que si justement c'est pas basé sur l'intérêt personnel, basé sur la bienveillance, la charité, la gentillesse, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va faire faillite. On est bien d'accord? Très bien. Et la dernière idée qu'on a développée, c'est que chez Adam Smith, eh bien, l'intérêt personnel n'est pas toujours en contradiction ou contre l'intérêt général. Effectivement, il nous explique que les gens, quand ils vont chercher à poursuivre leur intérêt personnel, indirectement, ils peuvent aussi donc servir l'intérêt général en créant un ensemble d'effets indirects, d'accord, qui peuvent effectivement donc servir les intérêts des autres. Ok? Très bien. Alors, qui a parlé d'égoïsme? Bien évidemment, ce sont les néoclassiques, hein, donc les économistes néoclassiques qui vont exclure donc de l'analyse économique tout ce qui relève un petit peu de la bienveillance, la gentillesse, la charité, tout ce qui est moral, tout ce qui est don, d'accord, tout ce qui est altruisme, etc. Donc, tout ce qui relève un petit peu du comportement social et moral, donc ça va être exclu par les économistes néoclassiques, alors que chez Adam Smith, il en tient compte, bien évidemment, d'accord. Et ils vont dire finalement que l'homo economicus, il est motivé par uniquement son intérêt égoïste. Donc, c'est quelqu'un d'égoïste. Il ne pense que au cas sa propre personne. Donc, ce qui l'intéresse en premier et en priorité et en dernier lieu, c'est uniquement satisfaire son ou ses besoins personnels, comme chez Jeremy Bentham, d'accord? Son besoin personnel, rien d'autre, d'accord? Et donc, ça sera la première caractéristique de l'homo economicus, hein, donc, dont on a parlé tout à l'heure, ok? Donc, la première caractéristique de l'homo economicus chez les néoclassiques, voilà, c'est que l'homo economicus, c'est quelqu'un d'égoïste. Et donc, c'est l'égoïsme qui va guider ses choix individuels. D'accord? Donc, il n'y a pas de place pour l'intérêt des autres. Donc, si par exemple, son intérêt passe, d'accord, par négliger ses parents ou ses amis ou ses enfants, l'homo economicus, il va le faire. Si ça va lui permettre de gagner plus d'argent, il ne va pas hésiter. Donc, il va effectivement donc faire ce choix. Donc, il est égoïste et il ne pense qu'à sa propre personne. C'est clair pour tout le monde? Ça, c'est la première caractéristique. D'accord? Deuxième caractéristique de l'homo economicus, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement qu'il est super intelligent. Alors, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi on fait cet ensemble d'hypothèses, parce que ce sont des hypothèses, hein, donc ils ne sont pas toujours réalistes, comme on avait déjà expliqué, parce que les gens, ils ne sont pas tous égoïstes, hein, donc on sait très bien que, voilà, même dans la sphère économique,
dans les situations économiques, ils ne sont pas toujours égoïstes. Et donc, ils peuvent faire preuve de bienveillance, de gentillesse, d'aide ou de charité envers les autres. D'accord? Mais voilà, pour simplifier l'analyse, donc les économistes néoclassiques, ils vont dire que l'homo economicus, tout simplement, il est égoïste. Donc, tous ses choix, ils ne vont pas être basés sur l'intérêt des autres, mais uniquement sur son intérêt à lui-même, sa propre personne et rien de plus. Très bien. Alors, pourquoi on va faire cet ensemble d'hypothèses sur les caractéristiques de l'homo economicus? Tout simplement pour que cet agent économique, l'homo economicus, soit rationnel. C'est-à-dire, il fait toujours le meilleur choix. D'accord? Vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Donc là, si par exemple, être altruiste, c'est-à-dire être gentil, bienveillant envers les autres, ça va lui faire perdre de l'argent. Donc, pour les économistes néoclassiques, ce n'est pas rationnel, d'accord? Ce n'est pas le meilleur choix. Et donc, finalement, pour éviter qu'il fasse ce mauvais choix, c'est-à-dire perdre de l'argent, donc on va supposer qu'il est égoïste et donc qu'il ne ressent aucune sensation pour aider les autres, aucun besoin pour aider les autres. Donc voilà, toutes ces caractéristiques, ces 4 caractéristiques qu'on va développer, et sont faites uniquement dans l'objectif de permettre à l'homo economicus de prendre la meilleure décision ou de faire le bon choix selon les néoclassiques, bien sûr. D'accord? Très bien. Donc, pour eux, lorsque tu fais des choix basés sur la morale, l'altruisme, etc., tu risques de perdre de l'argent, et donc perdre de l'argent, c'est pas bon. Donc, pour éviter ça, allez, tu n'es pas altruiste, tu n'as aucune morale, ta seule logique, c'est de gagner de l'argent, ok? Ou de maximiser ta satisfaction, ok? Très bien. Alors, deuxième caractéristique, il est super intelligent. Ça veut dire quoi? Il est super intelligent, ça veut dire qu'il possède des capacités intellectuelles qui sont illimitées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne se trompe pas. Il ne commet pas d'erreur dans la comparaison entre les biens et services. Et il a des capacités de calcul qui sont infinies. D'accord? Donc, pourquoi on fait cette hypothèse sur cette deuxième caractéristique? Justement pour éviter de faire des choix basés sur des erreurs de calcul. Donc, si je fais des choix ou je prends des décisions en tant qu'agent économique, par exemple, je choisis entre des projets ou entre des différents biens à acheter, qu'est-ce qui va se passer? Je vais perdre de l'argent encore une fois. Et donc, pour éviter de perdre de l'argent, les économistes néoclassiques te disent, bon, toutes les situations où tu peux commettre des erreurs, où tu vas hésiter, etc., donc on va les éliminer, d'accord? On va faire comme s'ils n'existaient pas. Donc ça aussi, c'est une hypothèse, ce n'est pas la réalité, mais on va faire comme si ça n'existait pas, on va imaginer. Et donc, on va supposer pour cela que l'homo economicus, pour que ce soit le cas, il faut qu'il soit super intelligent. Il a des capacités de calcul qui sont illimitées, d'accord? Très bien. Donc, comme ça, il va éviter les erreurs. Hein. Donc, vous commencez maintenant à comprendre pourquoi on fait ces hypothèses. Donc, toujours pour éviter de faire de mauvais choix ou de prendre de mauvaises décisions. Premièrement, donc, il faut éviter d'être altruiste, c'est-à-dire penser aux autres. Il faut penser uniquement à soi. Deuxièmement, pour éviter de faire des erreurs ou de perdre de l'argent, donc, il faut être super intelligent. Donc, il n'y a pas de place pour les erreurs de calcul, etc. Troisième caractéristique, il faut que l'homo economicus soit quelqu'un qui est, comment dirais-je, insensible. Insensible, ça veut dire qu'il ne ressent pas des émotions comme nous, hein, c'est-à-dire la quasi-totalité des êtres humains, c'est-à-dire, quand je parle d'émotions, c'est-à-dire la peur, la colère, la joie, la tristesse, etc. Donc, ces émotions, ils ne sont pas ressentis par l'homo economicus. Ça veut dire que c'est quelqu'un de froid. Il n'a pas de sentiments. Il ne ressent pas d'émotions. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport des sentiments, des émotions avec les choix économiques? Eh bien justement, les néoclassiques, ils te disent que finalement, si tu trouves quelqu'un qui, entre guillemets, très sensible aux émotions, etc., eh bien, il va faire des mauvais choix. Par exemple, si tu prends un étudiant, même s'il prépare très bien, même s'il est intelligent, mais s'il ressent beaucoup de peur, beaucoup de trac le jour de l'examen, malheureusement, il va faire les mauvais choix. Et les mauvais choix, pardon, ça veut dire qu'il va donner les mauvaises réponses, donc parce qu'il va paniquer, il va avoir la pression, il va être bloqué, donc il ne va pas pouvoir répondre, même s'il a déjà bien préparé, même s'il est intelligent. Voilà. Parce que l'émotion domine. L'émotion, elle est très sensible à l'émotion, et donc il est dominé, son esprit, sa raison, elle est dominée par l'émotion. Et donc, lorsqu'il est dominé, l'esprit
Le cerveau ne fonctionne pas. Et donc là, soit tu es bloqué, soit tu fais les mauvais choix, ou tu prends les mauvaises décisions, ou tu commets des erreurs, justement. Et donc, voilà, pour éviter ce genre de situation, bah, justement, les économistes néo-libéraux, tu dis, bah, l'homo economicus, il ne doit pas avoir peur. Il ne doit pas avoir le trac, il ne doit pas paniquer, etc. Donc, il doit toujours rester donc confiant en lui-même, d'accord, solide, tranquille, serein, voilà. Donc, il n'est pas déstabilisé, d'accord, par la situation de l'examen à cause de cette émotion de peur. Et donc, ça lui permet effectivement donc de prendre les bonnes décisions, éviter de faire des erreurs, faire les bons choix, etc. Je prends un deuxième exemple. Est-ce qu'on peut imaginer un chirurgien qui fait son travail alors qu'il a peur de voir le sang? C'est impossible. Pourquoi? Parce qu'une fois il est dans l'opération, lorsqu'il va ouvrir une partie du corps parce qu'il doit justement faire son opération chirurgicale, qu'est-ce qui se passe? Il y a du sang, bah, lui, il va tomber évanoui dans le coma qui va poursuivre après l'opération. Donc, le patient, il risque de mourir, malheureusement. D'accord? Donc, voilà, pour éviter ce genre de situation où on est dominé par les émotions, ce qui nous pousse à faire des erreurs, à faire les mauvais choix, les économistes néoclassiques, ils vont te dire que l'homo economicus, pour faire toujours le meilleur choix, prendre la bonne décision, il doit être insensible. Donc la peur, ça ne le touche pas, ça ne l'influence pas. Pareil, lorsque tu es en colère, bah, tu peux faire les mauvais choix. Souvent, lorsqu'on est en situation de colère, on ne réfléchit plus, etc. Et donc, on peut prendre les mauvaises décisions. Donc là, encore une fois, il te dit, bon, l'homo economicus, c'est quelqu'un qui ne ressent pas la colère, qui ne va pas s'énerver facilement, par exemple. Okay, lorsqu'on est en situation de tristesse aussi, donc on peut faire des mauvais choix. Pareil, hein, donc l'homo economicus n'est pas triste ou joyeux. Parfois, on est trop joyeux. Et effectivement, on peut faire aussi de mauvais choix. Donc, ni la joie, ni la tristesse, ni la peur, ni la colère influencent l'homo economicus. Donc, c'est comme quelqu'un, c'est comme un mur en fait. Hein, donc, il n'a aucun sentiment, ou il ne ressent aucune émotion. On dit qu'il est insensible, d'accord? Toujours pour qu'il puisse faire le meilleur choix. Et la dernière, la quatrième, hein, donc si vous voulez, hein, donc caractéristique, c'est qu'il est isolé socialement. L'homo economicus, on suppose qu'il est isolé socialement. Bien évidemment, dans la réalité, encore une fois, bah, on vit avec nos parents, on vit avec nos frères, nos sœurs, nos femmes, nos enfants, etc., nos amis. Donc, on n'est pas isolé. Donc, toujours, on les rencontre, on partage des choses avec eux. Lorsque on fait parfois des choix, par exemple, je voudrais acheter une maison, une voiture, donc je peux m'adresser à des gens experts pour me dire, voilà, est-ce que ça vaut la peine, etc., quel est le meilleur choix, ou parfois je peux m'adresser à ma famille ou mes amis pour leur demander conseil. Est-ce que, voilà, quelle est la meilleure marque, le meilleur modèle, des choses comme ça, parce qu'ils ont déjà une petite expérience. Donc, lorsqu'on veut prendre des décisions, on fait appel à nos amis, à notre entourage. On n'est pas isolé socialement, normalement, hein, dans la réalité. Mais il nous dit, hein, donc les néoclassiques, que parfois ça peut aider, mais souvent ça peut induire en erreur. C'est-à-dire que même si tu consultes les autres ou tu imites le comportement des autres, parce que parfois on se contente uniquement d'imiter les autres. Donc je rentre dans un magasin, je vois qu'il y a 30 personnes qui sont regroupées autour d'un rayon de vêtements d'une marque, etc. Et je dis, bah, s'ils sont là, ça veut dire que c'est bon, et donc je vais faire comme eux, même si ce n'est pas forcément le meilleur choix. Donc l'imitation, il nous dit, les néoclassiques, pardon, eh ben, ça peut induire en erreur, c'est-à-dire ça peut pousser les gens à faire de mauvais choix. Okay? Et pour éviter ça, ben, on dit que l'homo economicus, il ne va pas suivre les autres. Il est isolé socialement. Ça veut dire quoi? Tout simplement, il prend ses décisions de manière indépendante. Donc lorsqu'il veut prendre une décision, il ne va pas se concerter avec les autres. Il va uniquement compter sur lui-même. Donc, il va écouter sa propre voix, sa propre réflexion. Donc, il ne va pas imiter ou regarder, observer les autres, qu'est-ce qu'ils font, et il va dire, je vais faire comme eux. Donc, il va uniquement faire son choix de manière indépendante. On dit qu'il est isolé socialement. Et d'ailleurs, ce comportement d'imitation, on le voit, par exemple, dans les effets de mode. Hein. Donc, voilà, dès qu'il y a une nouvelle coupe, je sais pas, de pantalon, de jupe ou je sais pas quel vêtement, tu vois que les autres filles le portent ou les autres garçons ils le font, ben, les autres aussi ils vont les imiter. Quand tu arrives dans je sais pas moi, dans une ville, tu la connais pas, tu as besoin de manger.
Ben, en général, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es dans un restaurant, tu rentres dans un restaurant et tu trouves personne. En général, voilà, tu n'oses pas manger dans ce restaurant parce que tu dis, bah, s'il est vide, bah, ça veut dire s'il n'y a personne, s'il n'y a pas de clients, donc ça veut dire que c'est mauvais. Ah, c'est pas un bon service, c'est pas une bonne qualité. Par contre, si tu vois qu'il y a un restaurant qui est plein à craquer avec de clients, bah, tu dis bah, finalement, hein, donc il y a de la bonne qualité, etc. Donc je vais attendre mon tour et manger dans ce restaurant. Donc dans nos comportements, nos choix quotidiens, on est influencé par le comportement des autres. Alors parfois, ça peut donner la possibilité de faire un bon choix, mais justement dans d'autres situations, ça peut induire en erreur effectivement. Et donc pour éviter ces situations où effectivement, on peut faire des erreurs de choix ou dans la prise de décision. Donc, les néoclassiques nous disent, voilà, l'homo economicus, en tant qu'homo economicus, tu dois faire tes choix tout seul, de manière indépendante des autres. Et donc, voilà, on a abouti à 4 caractéristiques, si vous voulez, concernant l'homo economicus, sur lequel on va travailler. Donc, chaque fois qu'on va parler de consommateur, de producteur, ça veut dire l'homo economicus. Hein. Donc, je n'ai pas besoin de dire le consommateur homo economicus ou le producteur homo economicus ou l'investisseur homo economicus, etc. Donc, ça suppose qu'on est dans l'hypothèse de l'homme économique. Alors, l'homme économique, l'homo economicus, il possède 4 caractéristiques pour résumer. Premièrement, donc, c'est quelqu'un d'égoïste. Donc, sa motivation principale, c'est son intérêt, l'intérêt de sa propre personne et personne d'autre. Deuxièmement, il est super intelligent, donc il a des capacités de raisonnement et de calcul illimitées. D'accord. Troisièmement, il est insensible, donc il est dénué de tout sentiment, de toute émotion qui pourrait influencer négativement ses choix ou ses prises de décision. Et enfin, donc, il est isolé socialement, c'est-à-dire qu'il prend les décisions et il fait ses choix de manière indépendante des autres. Alors, toutes ces caractéristiques, toutes ces hypothèses-là, elles sont faites dans le seul objectif de permettre aux agents économiques de faire le meilleur choix, de prendre la meilleure décision. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Alors, d'ailleurs, dans le rattrapage qu'on avait fait hein, donc, il y a 3 ou 4 semaines, j'avais posé justement une question sur ça. Quelles sont les caractéristiques de l'homo economicus? Donc là, il y a des gens qui ont commencé un petit peu à me parler de Jeremy Bentham, d'Adam Smith, etc. Non, hein, donc c'est ce que j'ai fait avec vous, c'est uniquement un travail d'explication pour vous montrer d'où vient cet égoïsme, d'accord? Et pour ne pas dire que Adam Smith, c'est lui qui est l'origine de l'égoïsme, d'accord? L'origine de l'égoïsme, ce sont les néoclassiques, ce n'est pas Adam Smith, d'accord? Donc, juste pour que vous compreniez comme il le faut, d'où vient cette hypothèse, cette caractéristique de l'homo economicus. Donc, dans l'examen, vous n'êtes pas obligé de refaire le travail depuis le début. Si on vous pose la question, quelles sont les 4 caractéristiques de l'homo economicus, tu vas me dire, voilà, la première, c'est qu'il est égoïste, et tu expliques qu'est-ce que ça veut dire égoïste. Parce que parfois, quand je dis expliquer, les gens, ils te disent juste égoïste, super intelligent, etc. Ils ne donnent pas d'explication. Non, c'est pas ça. Donc, donner, expliquer, il faut dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire égoïste, qu'est-ce que ça veut dire super intelligent, etc. Et donc, là, vous n'êtes pas obligé de commencer depuis Bentham, après Adam Smith, etc. Il y a des gens qui ont écrit comme ça et c'était une perte de temps, ça ne sert à rien. Donc, caractéristique de l'homo economicus, égoïste, super intelligent, insensible et indépendant. Voilà. Et vous expliquez chacune des 4 caractéristiques. Très bien. Donc, maintenant, on va, bien évidemment, hein, donc, terminer cette introduction. On va essayer de terminer sur voilà, cette introduction sur l'hypothèse de la rationalité. Donc, je sais que oui, bah, il va nous rester à peu près un quart d'heure. Je vais vous retenir un peu plus, un quart d'heure supplémentaire pour parler de cette hypothèse parce qu'elle est fondamentale. Très bien. Alors, on va commencer par une petite question, si vous voulez bien. Rationnel ou rationalité, ça veut dire quoi pour vous hein? Donc, quand je prononce ce mot, qu'est-ce que ça vous inspire? C'est-à-dire tout ce qui est optimal. D'accord, tout ce qui est optimal. Et ça veut dire quoi, tout ce qui est optimal? Monsieur, il fait des choix. Il bien réfléchit avant de faire des choix. Très bien, donc réfléchis. Hein. Donc un choix rationnel, c'est un choix qui est réfléchi. Ce n'est pas un choix au hasard. Je ne prends pas un dirham et je dis pile ou face. Non.
Je réfléchis et j'essaie de peser le pour et le contre, le plus et les moins, les avantages et les inconvénients, les coûts et les bénéfices pour prendre une décision, en faire un choix. Donc, c'est un choix réfléchi. Très bien. Quoi d'autre? Oui, monsieur. Bon, meilleur choix. Alors, Le meilleur choix. Très bien. Le meilleur choix. Donc, ça rejoint un petit peu l'idée d'optimal. Donc, lorsque je dis Alors, un choix optimal, pas tous à la fois, s'il vous plaît, pas tous. Lorsque je parle, vous écoutez, d'accord? Donc, lorsque je dis optimal, ça veut dire le meilleur choix aussi, hein. Donc, pareil. Donc, un choix rationnel, c'est un choix réfléchi. C'est un choix ou optimal ou le meilleur choix possible. Très bien. Quoi d'autre? alors, monsieur, la rationalité, on peut dire que c'est une manière de penser fondée sur les raisons logiques. Alors, fondé sur la raison. Très bien. Donc, raison et La logique. raison et la logique. Voilà, donc ça rejoint un petit peu l'idée de réfléchir. Donc, c'est un choix qui est réfléchi, c'est-à-dire basé sur la réflexion, sur la raison, sur la logique. Très bien. Ensuite, on a dit c'est le meilleur choix possible. Très bien. Alors, ça veut dire quoi le meilleur choix pour vous? Monsieur, c'est d'utiliser les meilleurs moyens, Utiliser le meilleur moyen pour atteindre les objectifs, les n'est-ce pas? objectifs. Du coup, Voilà. c'est l'efficacité, être efficace. Voilà, c'est l'efficacité. Très bien. Donc, le meilleur choix, c'est le choix le plus efficace. Choix efficace. Donc, quand on parle de rationalité en général, dans les choix, je vais fermer les micros, s'il vous plaît. Fermez les micros. Donc, lorsqu'on parle de la rationalité de manière générale, dans l'utilisation des ressources, il y a un tarshid de Sawa'id, comme on dit en arabe, donc la rationalité, il y a tarshid, ok. Donc, dans l'utilisation des ressources, ça veut dire qu'on utilise les ressources de manière efficace. On utilise les ressources de manière efficace, c'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter les gaspillages, on va essayer d'atteindre nos objectifs, bien évidemment. Très bien. Donc, tous ces aspects-là, on va à deux aspects principaux. Hein. Donc, quand on parle de choix rationnel, donc premièrement, ce n'est pas un choix au hasard, c'est un choix qui est réfléchi, basé sur la logique, basé sur la raison. Deuxièmement, c'est un choix qui est efficace. Ça veut dire que ça me permet soit, parce que quand on parle d'efficacité, enfin, il y a deux façons de la définir. Donc, soit je fixe les moyens, c'est-à-dire pour des moyens donnés, j'essaie d'atteindre l'objectif le plus élevé, c'est-à-dire maximiser l'objectif. Donc, pour des moyens, d'accord, donnés, fixés, j'essaie d'atteindre le résultat le plus élevé, l'objectif le plus élevé. Donc là, je suis efficace. Ou au contraire, il y a une deuxième façon de le voir, enfin de voir cette notion d'efficacité dans le sens inverse, c'est-à-dire que pour un objectif donné, donc là, je fixe l'objectif, j'essaie d'utiliser quoi? Le minimum de moyens. D'accord? J'essaie d'atteindre cet objectif avec le minimum de moyens. Je vous donne un exemple. Alors, imaginons que je suis dans... Donc, je prends deux étudiants, A et B, et je leur donne 1 heure. OK? Alors, pendant cette heure, ils vont résoudre des exercices de microéconomie. OK? Alors, je leur donne une série avec beaucoup d'exercices, etc. Et je leur dis, voilà, essayez de résoudre le maximum d'exercices pendant 1 heure. Alors, le premier étudiant, donc, il va résoudre, par exemple, 3 exercices. Correctement, bien sûr. Il a réussi à résoudre 3 exercices correctement. Le deuxième, il a réussi à en résoudre 5. Quel est le plus efficace? Le deuxième. Le deuxième, pourquoi? Parce que pour les mêmes moyens, c'est-à-dire la même durée du temps, 1 heure, eh ben, il a résolu plus d'exercices, 5, que le premier, c'est-à-dire 3. Donc, il est plus efficace. Donc, le deuxième, l'étudiant P, il est plus efficace que le premier. Donc là, vous voyez que quand je fixe les moyens, celui qui est efficace, c'est celui qui réalise le résultat le plus élevé, où il atteint l'objectif le plus élevé. Ici, l'objectif ou le résultat, ce sont le nombre d'exercices résolus. C'est clair pour tout le monde? Oui. Oui, monsieur, merci. Oui, monsieur. Je peux aussi définir l'efficacité dans le sens inverse, c'est-à-dire je vais fixer l'objectif et je vais voir voilà, qui va réaliser l'objectif avec le minimum de moyens possible. Donc, toujours les moyens ici, ce sont le temps. Hein. Donc, le temps
Et l'objectif, je vais le fixer. Par exemple, je vais leur donner, je vais changer un petit peu. Hein, donc, peut-être je vais prendre toujours le même exemple et je vais prendre un autre après différent de celui-là. Alors, imaginons que je leur fixe un objectif de 10 exercices. 10 exercices de microéconomie à résoudre correctement. Alors, le premier étudiant, il a réussi à résoudre les 10 exercices en 2 heures, environ 3 heures, et le deuxième, il a réussi à les faire en 2 heures. Quel est le plus efficace? Qui a résolu les exercices en 2 heures. Voilà, il est le plus efficace. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à atteindre le même objectif avec moins de temps, ou plus rapidement, plus vite. Donc, ça veut dire qu'il est plus efficace. Donc, c'est toujours le même objectif. On a fixé l'objectif 10 exercices de microéconomie, correct? Et les moyens, donc les moyens, c'est le temps nécessaire pour les résoudre. Donc, si tu minimises le temps nécessaire, tu es plus efficace. Le deuxième étudiant, il a mis 2 heures, le premier 3 heures. Donc, le deuxième, il était plus rapide. Il a résolu le nombre d'exercices fixés de façon plus rapide. Donc, elle est plus efficace. Donc, voilà, l'efficacité, c'est ça. Hein. Donc, soit pour des moyens fixés à l'avance, on va essayer d'atteindre l'objectif le plus élevé. Le résultat le plus élevé, on dit qu'on maximise l'objectif, soit pour un objectif qui est fixé, on va essayer d'utiliser le minimum de moyens possible. Donc, on dit qu'on minimise les moyens. D'accord? Donc, l'efficacité, soit on maximise l'objectif pour des moyens donnés, soit on minimise les moyens pour un objectif de donné. Voilà. Très bien. Donc, la rationalité, justement, donc faire des choix rationnels, c'est ça. Hein, donc, c'est être efficace, c'est faire des choix basés sur la raison. Donc, ça, c'est un petit peu l'explication, je dirais, presque, entre guillemets, ordinaire. Hein. Donc, alors, on va donner une définition à la rationalité qui est un peu plus technique, qui est un peu plus savante, qui est un peu plus scientifique. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la rationalité en microéconomie? Très bien. Alors, donc, la définition qu'on va adopter est la suivante. Alors, je vous ai promis un deuxième exemple. Hein, donc, je prends le cas de l'entreprise qui va fixer l'objectif, d'accord? L'objectif à ses ouvriers. Hein, donc, imaginons qu'ils produisent des chaussures. OK? Donc, ils ont pour simplifier l'analyse, encore une fois, on fait une hypothèse qu'il y a 2 ouvriers seulement. Donc, le premier ouvrier, donc, les 2 ouvriers leur fixent un objectif de 50 chaussures. OK? 50 chaussures par jour. D'accord? Alors, ça, c'est l'objectif qui est fixé aux 2 ouvriers. C'est le même, hein, identique. Alors, le premier, d'accord, ouvrier, on va l'appeler l'ouvrier A, il a utilisé, on va dire, comment dirais-je, pour produire ces 50 chaussures, il a utilisé, on va dire, je dis n'importe quoi, 5 kilos de cuir. Et le deuxième ouvrier, pour produire toujours les 50 chaussures, il a utilisé 7 kilos de cuir. Quel est le plus efficace? C'est le premier, Pourquoi? parce qu'il a utilisé une quantité moins que le deuxième. Voilà, très bien. Donc, on peut dire qu'il est performant. Il a utilisé moins de cuir, il a gaspillé moins de cuir que le deuxième, et donc finalement, il est plus efficace. Donc là, ce n'est plus le temps. Hein. C'est pour ça que je vous ai donné cet exemple différent de l'autre, parce que j'ai constaté que souvent, lorsque tu prends un exemple et tu le donnes aux étudiants, ils raisonnent toujours avec la même chose pour d'autres situations qui sont différentes. Donc, je rappelle, hein, c'est les moyens qui nous intéressent ou les objectifs. Donc après, ça peut être le temps, ça peut être la matière première, ça peut être l'énergie, ça change suivant les situations. Donc on ne raisonne pas toujours en termes de temps, d'accord? Le temps, elle est la même, hein, c'est la journée de travail. L'objectif, il est fixé, d'accord? Donc c'est 50 chaussures. Et donc, puisque l'objectif, il est fixé, pour déterminer l'efficacité, je regarde les moyens. Qui a utilisé le moins de moyens, d'accord? Qui a minimisé la matière première, qui a minimisé le temps, qui a minimisé l'énergie, etc., etc. Et donc, ici, comme l'a dit votre camarade, donc l'autre, il a utilisé 5 kilos, c'est-à-dire 2 kilos en moins que l'autre qui a utilisé 7 kilos de cuir, de matière première. Et donc, il est plus efficace, plus performant. Le deuxième, il fait plus de gaspillage, donc il est moins efficace, moins rationnel.
Imaginons l'inverse maintenant. Donc, je donne à chacun de ces deux ouvriers 5 kilos de cuir. Le premier, il va me produire, imaginons, hein, donc 30 ou 50 chaussures. Le deuxième, il va me produire 30 chaussures. Donc, le premier, 50 et le deuxième, 30, avec la même quantité de cuir, 5 kilos. Quel est le plus efficace? Le premier, monsieur. Le premier, pourquoi? Parce qu'il a produit Il a produit plus de... une quantité plus de la deuxième. Voilà, plus de chaussures. Il a produit plus de chaussures avec la même quantité de matière première, c'est-à-dire le cuir. Donc, il a permis de maximiser l'objectif, le résultat, à savoir les chaussures ici. Ça va? C'est clair pour tout le monde la différence ou enfin, la définition de l'efficacité dans les deux cas? Ça va? Oui, Très bien. monsieur. Alors, donc, je reviens à ma définition. Donc, les agents rationnels agissent conformément, donc ils sont rationnels, si et seulement si deux conditions sont satisfaites. Quelles sont ces deux conditions? Premièrement, ils agissent conformément à leurs intérêts. Est-ce que c'est affiché la diapo? Non, monsieur. Non? Non, monsieur. Attendez, donc je reviens. Non, Un instant. Donc, partage. Là, c'est bon? Oui, Oui, c'est bon, oui, monsieur. monsieur. oui, monsieur. Donc, je vais reprendre la définition de la rationalité. Donc, on va vous donner la définition de ce qui est un choix rationnel. Donc, les agents font un choix rationnel si et seulement si deux conditions sont satisfaites. Lesquelles? La première, c'est ils agissent. Agissent, ça veut dire qu'ils prennent des décisions, ils font des actions, ils font des choix conformément à leurs intérêts. Conformément à leurs intérêts. Ça veut dire qu'il ne va pas faire un choix contre son intérêt, en contradiction avec son intérêt. Donc, il faut que ça soit cohérent avec son intérêt. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai envie de manger des pommes, je vais acheter des pommes. Je ne peux pas avoir envie de pommes et acheter des oranges. Donc, c'est contradictoire. Donc, il faut que je choisisse ou j'achète conformément à mes désirs, mes intérêts, mes besoins. D'accord? Deuxièmement, il faut agir de façon à ce que les agents agissent de façon à ce qu'ils les satisfassent de la meilleure façon possible. C'est-à-dire, donc, je vais agir conformément à mes objectifs, mais je vais choisir les meilleurs moyens. Je ne vais pas choisir n'importe quel moyen, d'accord, pour atteindre ses objectifs ou ses intérêts. Je vais choisir la meilleure façon possible, c'est-à-dire les meilleurs moyens possibles pour satisfaire mes besoins ou mes intérêts. D'accord? Donc, il y a deux conditions pour que mon choix soit considéré comme rationnel. Premièrement, il faut que je choisisse en fonction de mes objectifs, de mes intérêts, et non pas contre mes intérêts et mes objectifs. C'est clair pour tout le monde? En fonction de mes objectifs. Deuxièmement, il faut que je choisisse les meilleurs moyens pour atteindre mes objectifs ou satisfaire mes besoins. Je ne dois pas les satisfaire n'importe comment, je ne dois pas acheter n'importe quoi ou produire de n'importe quelle manière pour satisfaire mes objectifs. Non, il faut que ça soit avec la meilleure façon possible. Si ce n'est pas la meilleure façon possible, donc ce n'est pas rationnel. Et quand je dis la meilleure façon possible, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça vous rappelle? C'est-à-dire de la façon la plus efficace. C'est pour ça qu'on a défini la notion d'efficacité. Donc, il faut que je choisisse ou je prends ma décision conformément en fonction de mes objectifs. Et deuxièmement, il faut que je sois efficace dans la réalisation de ces objectifs. Donc, je choisisse les meilleurs moyens, les moyens les plus efficaces qui me permettent d'atteindre mes objectifs ou de réaliser mes intérêts. C'est clair la définition? Oui, monsieur. Oui, c'est clair. Donc, si je résume en deux mots, quelles sont les conditions, hein, donc je peux vous poser cette question dans l'examen de manière indirecte. Quelles sont les conditions de la rationalité? Premièrement, la cohérence entre quoi et quoi? Cohérence, ça veut dire absence de contradiction. Il n'y a pas de contradiction entre quoi et quoi? Entre les choix et les objectifs, n'est-ce pas? Je choisis en fonction de mes objectifs. Donc, cohérence. Cohérence, c'est-à-dire absence de contradiction. Deuxième mot, c'est efficacité. Donc, quand je veux effectivement atteindre mes objectifs, donc je vais essayer de choisir les meilleurs moyens possibles pour atteindre mes objectifs. Donc, je dois être efficace dans la réalisation de mes objectifs. Très bien. Je prends un exemple.
Imaginons que j'ai besoin d'un ordinateur, d'accord? Très bien. Alors moi, ce qui me fait plaisir, c'est d'acheter, par exemple, un Mac. Tout le monde connaît le Mac. Oui. ou non? Ouais, ouais. C'est la marque Apple, bien évidemment, hein, d'accord? Très bien. Donc, je vais prendre, donc ce qui m'intéresse, c'est d'acheter un Mac. Très bien. Donc, un Macintosh, si vous voulez. Je vais au magasin, d'accord, hein, donc qui est spécialisé dans la vente des ordinateurs. Eh bien, je trouve un vendeur, d'accord, qui est très très intelligent, très habile, très expérimenté. Donc, je lui dis voilà, j'ai envie d'acheter un Macintosh, etc. Voilà, il me dit ok, c'est très bien, voilà, mais vous savez, il y a le Lenovo par exemple, hein, donc d'IBM, hein, donc il est très intéressant et comme il est très intelligent, très expérimenté, il a réussi à me convaincre. Et donc finalement, j'achète le Lenovo là, et alors qu'au départ, je suis venu pour acheter un Macintosh. Très bien. Alors, premièrement, question, est-ce que je suis rationnel lorsque j'ai acheté le Lenovo? J'ai acheté le Lenovo alors que je voulais, je désirais le Macintosh. Est-ce Non. que c'est un choix rationnel? Non. Non. Voilà, Non. ce n'est pas un choix. Pourquoi? Parce que la première Parce condition, qu'il y a la présence de la cohérence. voilà, donc parce qu'il y a absence de cohérence. J'ai fait un choix contradictoire. Moi, j'avais envie au départ d'acheter un Macintosh, mais j'ai acheté un autre produit qui est différent. Donc, je n'ai pas acheté conformément à mes intérêts. Je n'ai pas acheté conformément à mes désirs, à mes objectifs. Donc, je n'ai pas respecté la première condition. Donc, ce n'est pas un choix rationnel. Très bien. Alors maintenant, supposons le scénario suivant, d'accord? J'ai acheté un Macintosh, d'accord? Donc finalement, je n'ai pas acheté le niveau. Malgré les tentatives du vendeur, j'ai dit ok, c'est intéressant, mais vraiment j'ai envie d'acheter un Mac. Et voilà, donc il me dit ok, c'est votre volonté, on la respecte, pas de problème. Donc, et je l'ai payé 10 000 dirhams par exemple, ou 15 000 dirhams, on va dire, pour avoir un prix proche de la réalité. Donc, je l'ai payé 15 000 dirhams. Donc ici, ok, j'ai acheté un bien que je désirais, dont j'avais besoin. J'ai payé le prix 15 000 dirhams. En rentrant chez moi, eh ben, je trouve qu'il y a un autre magasin que je n'avais pas remarqué. Il y avait un autre magasin qui aussi vendait des ordinateurs. Je rentre, juste pour la curiosité, je lui pose la question, combien coûte ce Mac? Le même Mac que j'ai acheté moi. Il me dit, c'est 10 000 dirhams. Les mêmes caractéristiques, la même qualité, le même produit, hein, donc il n'y a aucune différence. Alors, dans ce cas-là, je vous pose la question, est-ce que j'ai fait un choix rationnel? Non, monsieur. Oui, pourquoi? Non, monsieur. Parce que je ne choisis pas la meilleure façon pour... Donc, on n'a pas choisi la meilleure façon pour satisfaire notre besoin ou atteindre notre objectif. Pourquoi on n'a pas choisi la meilleure façon? C'est-à-dire qu'on n'a pas été efficace. Pourquoi? Parce que j'ai payé. la deuxième prix Voilà, est payé moins cher. Voilà, parce que j'aurais pu acheter le Mac moins cher chez le deuxième magasin, n'est-ce pas? Alors que j'ai payé 15 000 dirhams, donc au lieu de 10 000 dirhams. Donc j'ai acheté plus cher que ce qui est nécessaire. J'ai payé 5 000 dirhams de plus de manière inutile. Je n'avais pas besoin de faire ça, mais bon. Mais comme je ne savais pas, il y avait un problème d'information, etc. Donc j'ai payé 15 000 dirhams, alors que peut-être que si j'avais fait un peu plus de recherche, j'aurais payé juste seulement 10 000 dirhams. Donc là, je n'étais pas efficace dans mon achat parce que j'ai payé plus cher que ce qui est nécessaire. Donc, ce n'est pas rationnel. Même si la première condition est vérifiée, j'ai acheté un Mac que je désirais, dont j'avais envie, mais je l'ai acheté plus cher. Donc, ce n'est pas efficace, ce n'est pas rationnel. Donc là, vous voyez que pour que mon choix, ma décision soit rationnelle, il faut quoi? Il faut que j'achète le Mac, mais chez le deuxième magasin, c'est-à-dire à 10 000 dirhams au lieu de 15 000 dirhams. Donc, ça veut dire quoi? Il faut qu'il y ait les deux conditions. S'il n'y a pas les deux conditions réunies, on ne peut pas parler de choix rationnel. Donc, quelles sont les deux conditions?
la cohérence et l'efficacité. La cohérence, ça veut dire que je choisis en fonction de mes objectifs. Je ne vais pas choisir quelque chose que je ne veux pas, ou je ne désire pas, ou je n'aime pas. Et deuxièmement, quand je vais l'acheter ou je vais la produire, etc., donc je vais utiliser le meilleur moyen, c'est-à-dire que je dois être efficace. Donc, cohérence et efficacité, pour qu'on parle, bien évidemment, donc de rationalité. C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Très bien. Alors maintenant, on va faire la différence entre deux types de rationalité, rapidement. Donc, il y a ce qu'on appelle la rationalité de l'acte et la rationalité de l'objectif. Alors, dans les deux types de rationalité, vous avez bien compris, on fait un jugement. On dit que ça, c'est rationnel, ça, c'est un choix rationnel, ça, c'est un choix irrationnel. Ça, c'est une décision rationnelle, ça, c'est une décision irrationnelle. Donc, c'est un jugement. Je porte un jugement, d'accord? Une évaluation, ok? Très bien. Alors, quelle est la différence entre les deux? Rationalité de l'acte, eh bien, qu'est-ce que je juge? Je juge les moyens par rapport aux objectifs. Je compare les objectifs par rapport aux moyens. Est-ce que j'ai utilisé les meilleurs moyens pour atteindre ces objectifs? Est-ce que j'étais efficace, en d'autres termes, est-ce que j'étais efficace, d'accord, dans la réalisation de mes objectifs? Donc, quand je fais cette comparaison entre les moyens et les objectifs, qu'est-ce que je fais? Je suis dans quel cadre? La rationalité de l'acte, ok? C'est-à-dire, j'essaie d'évaluer, est-ce qu'un acte, ça veut dire quoi? C'est un choix, un comportement, une décision, une action, d'accord? Donc, ça peut être un choix, une décision, un comportement, une action. Donc, quand je suis dans la rationalité de l'acte, j'essaie d'évaluer est-ce que j'étais ou est-ce que l'agent économique, est-ce qu'elle était efficace ou pas, hein? Donc, c'est ça la signification de la rationalité de l'acte. Donc, quand je dis, hein, donc il est rationnel du point de vue de l'acte, ça veut dire qu'il a utilisé les meilleurs moyens pour atteindre les objectifs qui étaient fixés, d'accord? Alors que dans la rationalité de l'objectif, je ne juge pas les moyens par rapport aux objectifs, je juge les objectifs eux-mêmes. J'essaie de voir est-ce que ces objectifs, est-ce qu'ils sont, par exemple, conformes à la loi? Est-ce qu'ils sont légaux, donc ils sont conformes avec la loi, ou illégaux, c'est-à-dire qu'ils sont hors la loi ou contre la loi? D'accord? J'essaie aussi de les comparer sur le plan moral. Donc là, c'est sur le plan de la loi, le plan légal. On peut aussi comparer ou faire l'évaluation sur le plan moral. Est-ce que c'est moral ou est-ce que c'est immoral? D'accord? Donc, moral, par exemple, aider des enfants, des pauvres, c'est moral. Tricher, mentir, c'est immoral. Donc, si c'est mon objectif, c'est de tricher, etc., ou de mentir au consommateur, donc c'est immoral. OK? Si mon objectif, c'est de vendre le moins cher possible pour le consommateur, c'est moral, bien évidemment. D'accord? Quoi d'autre? On peut le juger sur le plan social. Est-ce que c'est acceptable socialement ou est-ce que c'est inacceptable socialement? Par exemple, mon objectif, c'est de vendre de l'alcool. Bien évidemment, dans une société marocaine, c'est socialement inacceptable. Donc, c'est mal vu, n'est-ce pas? Très bien. Si je vends des produits médicaux, etc., bah, socialement, c'est acceptable. Pourquoi? Parce que ça permet de soigner les gens, de sauver des vies, par exemple. OK, voilà. Donc, dans la rationalité de l'objectif, on dit que c'est quelque chose de rationnel du point de vue de l'objectif, c'est-à-dire qu'on juge, on évalue la nature même des objectifs. Est-ce qu'ils sont acceptables ou pas? Est-ce qu'ils sont du point de vue moral, du point de vue social, du point de vue légal? Donc, est-ce qu'on peut les poursuivre ou on doit y renoncer, on doit les abandonner, d'accord? Alors que la rationalité de l'acte, c'est complètement différent. On ne juge pas les objectifs, on les prend comme ils sont et on va essayer de voir juste les moyens qui sont utilisés. Est-ce que les moyens utilisés sont efficaces ou pas? Donc, si c'est efficace, je dis que c'est rationnel. Si c'est inefficace, je dis irrationnel. Très bien. Alors, pourquoi on fait cette distinction? Parce que, justement, dans l'analyse économique, dans la science économique de manière générale, on a séparé la morale, d'accord, de l'analyse économique. OK? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne juge pas les objectifs, même s'ils sont immoraux, même s'ils sont illégaux, etc., même s'ils sont inacceptables socialement, on va les prendre comme ils sont. Et notre travail en tant qu'économiste, il consiste à faire quoi? Juste et uniquement à analyser est-ce que les agents économiques, pour répondre à la question est-ce que c'est rationnel ou pas, on va pas analyser les objectifs. Je ne vais pas dire c'est irrationnel parce que c'est illégal.
Je ne vais pas dire irrationnel parce que c'est immoral ou parce que c'est socialement inacceptable. Non. Dans l'analyse économique, on dit irrationnel du point de vue de l'acte, c'est-à-dire si les moyens utilisés n'ont pas été efficaces. À ce moment-là, je dis que c'est irrationnel. Mais si les moyens étaient utilisés de manière efficace pour atteindre un objectif qui n'est pas moral, qui n'est pas légal, qui n'est pas socialement acceptable, eh bien, donc, ça sera considéré quand même comme rationnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vous donne des exemples. Ça peut vous choquer. Donc, économiquement parlant, dans l'analyse économique, je peux dire qu'un criminel est rationnel. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Question? Non, monsieur, not clear. Pourquoi? Non? Parce que le criminel n'est pas acceptable socialement. Oui, mais je viens d'expliquer que la rationalité, le type de rationalité qu'on utilise en sciences économiques, ce n'est pas la rationalité de l'objectif. Parce que ce que vous venez de dire ici, c'est le crime, elle est moralement, légalement et socialement inacceptable. Donc, lorsque tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu évalues l'objectif. Donc, tu es dans la rationalité de l'objectif. Or, la rationalité de l'objectif, on ne l'utilise pas en sciences économiques. Qu'est-ce qu'on utilise en sciences économiques pour dire est-ce que c'est rationnel ou pas? C'est la rationalité de l'acte. Donc, je ne juge pas les objectifs. Même s'ils sont moralement, socialement, légalement inacceptables, ce n'est pas grave. Ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est l'efficacité ou l'inefficacité des moyens. C'est les moyens utilisés pour atteindre ces objectifs qui ne sont pas acceptables. Si les moyens sont efficaces, ça sera rationnel. Du point de vue de l'acte, hein, donc, parce que dans l'économie, on utilise la rationalité de l'acte. Donc, ça sera considéré comme rationnel parce que c'est efficace. Si les moyens sont utilisés de manière inefficace, ben, à ce moment-là, d'accord, donc on dira que c'est irrationnel. Donc, je répète la question. Un criminel, en sciences économiques, est-ce qu'il peut être considéré comme rationnel? Oui, monsieur. Voilà. Pourquoi? Parce que son objectif, c'est quoi? Imaginons que c'est de tuer ou de voler, par exemple, de voler. Ok, c'est un voleur. Donc, imaginons que son objectif, bien évidemment, donc, c'est de voler le maximum d'argent. Très bien. Donc, du point de vue de la rationalité de l'objectif, c'est irrationnel, on est bien d'accord. Mais en économie, on n'utilise pas la rationalité de l'objectif. Donc, j'oublie son objectif, je ne fais pas attention à son objectif. Même si voler, moralement, c'est mal, c'est mauvais socialement et interdit légalement, donc ça c'est pas mon travail. Moi, je suis économiste, je ne regarde pas est-ce que l'objectif, est-ce qu'il est légal, moral, ou voilà. Qu'est-ce que je regarde? Les moyens. Est-ce qu'ils sont utilisés de manière efficace ou pas pour atteindre l'objectif? Quel est l'objectif? C'est gagner le maximum d'argent en volant de l'argent aux autres. Donc, les moyens, c'est quoi? Eh ben, c'est comment il va voler, tout simplement, d'accord? Donc, s'il est efficace dans le vol, ce criminel, s'il est très efficace, c'est-à-dire que lorsqu'il va voler une villa ou lorsqu'il va voler une entreprise ou des gens, des maisons, il va donc utiliser des techniques qui lui permettront de gagner le maximum d'argent, donc il sera considéré comme efficace. Et s'il est efficace, du point de vue de l'utilisation des moyens, donc il sera considéré comme rationnel dans la science économique. Même si, bien évidemment, c'est quelque chose qui est mal, etc., qui est interdit par la loi, etc. Vous comprenez la différence? Oui. Voilà. Oui, monsieur. Donc, à partir de maintenant, vous êtes des économistes, vous allez travailler uniquement avec la rationalité de l'acte. Donc, j'ai fait la différence avec la rationalité de l'objectif pour que vous puissiez comprendre, mais la rationalité de l'objectif, il faut l'oublier maintenant. Donc, ce qu'il faudrait retenir à partir de maintenant, et chaque fois que je vais parler de rationalité, ça veut dire que je signifie la rationalité de l'acte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un choix, un acte, une décision, un comportement est rationnel ou pas, qu'est-ce que je dois comparer? Les moyens avec les objectifs. Si les moyens sont utilisés de manière efficace pour atteindre les objectifs, c'est rationnel. Si les moyens utilisés sont inefficaces, donc irrationnel. C'est clair pour tout le monde? Oui, monsieur. Voilà, donc je prends un deuxième monsieur. exemple. Si je prends un terroriste, bien évidemment, du point de la rationalité de l'objectif, ben, c'est mal, monsieur. interdit légalement. Bien évidemment, on va dire c'est irrationnel. Mais du point de vue économique, c'est-à-dire la rationalité de l'acte,
Il peut être considéré comme rationnel s'il arrive à faire quoi? S'il est efficace dans l'attentat, s'il arrive à tuer, il utilise une technique qui lui permet de tuer le plus grand nombre, le maximum le maximum de personnes ou de victimes possibles, donc il sera considéré comme rationnel quand même. Même s'il va tuer des gens, même si c'est moralement inacceptable et interdit légalement, tout ce que vous voulez. Donc il peut être considéré comme rationnel du point de vue économique. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé les meilleurs moyens pour atteindre son objectif, à savoir tuer le plus grand nombre. Il a utilisé la technique la plus efficace pour tuer le plus grand nombre de victimes. Et donc il sera considéré comme rationnel. De manière générale, un criminel sera considéré comme rationnel chaque fois qu'il ne va pas être attrapé, il va atteindre son objectif et il va justement donc fuir à la main de la justice, à la main de la police, bien évidemment. C'est-à-dire qu'il va en quelque sorte être efficace de manière à faire le crime parfait. Dans ce cas-là, même si on est dans le domaine du crime, quelque chose de mauvais, de mal, etc., mais ce sera considéré quand même comme rationnel. Donc la rationalité, quand on parle de la rationalité à partir de maintenant, dans la science économique, on ne fait pas référence à la nature des objectifs, on fait référence à quoi? On pense à quoi? À l'utilisation, à la nature de l'utilisation des moyens ou des moyens utilisés. Est-ce que les moyens utilisés sont efficaces ou inefficaces? Est-ce que c'est clair la différence pour tout le monde? Oui, oui, monsieur. Voilà, donc Oui, à partir monsieur. de maintenant, lorsque vous allez faire de l'analyse économique, il ne faut pas juger les objectifs. Les objectifs, vous les prenez, vous les acceptez. Quelqu'un, il veut être criminel, ok, tu veux être criminel, d'accord. Donc si tu veux être rationnel, dis-moi, comment tu veux, ou quels sont les moyens que tu vas utiliser, est-ce que tu vas être efficace ou pas? Tu veux consommer de la drogue, bien évidemment, c'est mal pour la santé, etc. C'est ton objectif, je respecte, je l'accepte. Mais est-ce que tu utilises les meilleurs moyens, etc. Est-ce que tu es efficace ou pas? Donc, on ne juge plus les objectifs, d'accord? Donc, parfois, donc si tu prends quelqu'un comme Einstein, d'accord? Donc, il a décidé d'abandonner les études. Il n'a pas fait son bac. Il l'a fait, il a passé à chaque fois, il donnait des réponses qui dépassaient même les profs, et donc, du coup, il n'arrivait pas à valider son diplôme. Et du coup, voilà, donc, il a abandonné. Donc, si on juge uniquement cet objectif quand même, on va dire oui, mais c'est irrationnel, etc. Mais grâce à l'abandon justement de ce système scolaire qui limitait l'utilisation de son génie, de son intelligence qui était extraordinaire, donc ça lui a permis justement donc de l'utiliser de manière plus efficace et donc de faire des innovations scientifiques, etc. Donc, bien évidemment, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tout le monde doit abandonner le bac ou ne pas terminer ses études, mais je dis que pour le cas d'Einstein, même si ça peut sembler bizarre, etc., contradictoire, mais bizarrement, ça lui a permis d'être rationnel finalement. C'était le choix rationnel, parce que s'il était resté dans le système traditionnel, il ne serait pas le scientifique et extraordinaire et remarquable qu'on connaît aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelqu'un, par exemple, il y a plein d'entrepreneurs, d'hommes d'affaires qui ont réussi leur carrière, même sans faire des études supérieures, etc. Donc, ils sont sortis à l'âge, je dirais, prématuré de l'école. Donc, on pourrait dire que c'est un choix irrationnel parce qu'il faut poursuivre ses études, etc. Mais si l'abandon de l'école, au sortir de l'école très tôt, ça lui permet de devenir un entrepreneur qui réussit dans sa vie, dans son business, etc. Donc, finalement, elle était efficace. Et grâce à cette efficacité, donc son choix, il va être considéré comme rationnel. Donc attention, quand on parle de rationalité, je ne suis pas en train de dire que ce qui est rationnel pour l'individu A, il va l'être pour l'individu B. Non. Donc abandonner l'école ou sortir des études, etc., ça peut être rationnel pour quelques individus parce qu'ils ont réussi plus tard. Mais c'est irrationnel pour les autres, bien évidemment. D'accord? Donc cette notion de rationalité, elle est subjective. Ça veut dire que ça dépend des personnes, de leur situation, d'accord? Et donc, c'est pour ça que je disais toujours, on compare les objectifs personnels avec les moyens utilisés. Les objectifs, on ne les juge pas, on les prend comme ils sont. Et puis, les moyens, on essaie de voir dans quelle mesure ils sont efficaces dans la réalisation de l'objectif personnel. S'ils sont efficaces, ça sera considéré comme rationnel. Si ce n'est pas efficace, même les mêmes moyens et les mêmes objectifs pour quelqu'un d'autre, si ce n'est pas efficace, ce sera considéré comme irrationnel. Donc, le même acte, le même objectif, le même moyen, ça peut être rationnel chez l'individu A, comme ça peut être irrationnel chez l'individu B. Mais à partir de maintenant, bien évidemment, donc chaque fois qu'on va parler de rationalité,
On parle de quoi? De la rationalité de Rationalité de l'acte. l'acte. Voilà, ça veut dire qu'on juge uniquement les moyens. Est-ce qu'ils sont efficaces ou inefficaces? Rationnels ou irrationnels? Très bien. Alors, dernier point rapidement, la rationalité au sens néoclassique. Eh bien, dans le modèle néoclassique, bien évidemment, on utilise beaucoup de maths, de formalisation. Et donc, pareil, fidèles à leur choix, les néoclassiques, ils vont donner un format mathématique à cette notion de rationalité. Et donc, si je prends par exemple le cas du consommateur ou du producteur, les agents économiques ils sont rationnels lorsqu'ils vont, comme on a dit, ils vont essayer de chercher, réaliser, atteindre un objectif, d'accord? Donc cet objectif, les néoclassiques, ils vont le représenter par une fonction mathématique. On va revenir sur tout ça en détail, hein. Donc c'est juste une petite introduction, une vue d'ensemble rapidement. Donc le consommateur, son objectif c'est quoi? Par exemple, c'est la satisfaction, n'est-ce pas? Très bien. Donc on va prendre une fonction mathématique qui va représenter la satisfaction et on va dire il va maximiser la satisfaction, c'est-à-dire il va chercher le maximum de satisfaction possible. Et donc le problème de recherche de maximisation de satisfaction revient à maximiser une fonction mathématique, hein, donc qu'on va appeler plus tard la fonction d'utilité. Mais justement, pour atteindre cet objectif, il doit utiliser des moyens. Les moyens, c'est quoi? Eh ben, c'est la consommation des biens et services. Donc, ces moyens, on va les représenter par une contrainte.